Et on est sur le bateau Bureau Vallée de Louis Burton qui là fait coucou à la foule. On dirait, j'ai l'impression d'avoir pas la reine d'Angleterre, elle est plus là, mais le roi Charles avec moi parce qu'il fait des petits coucous. Et donc nous voilà avec Louis Burton qui nous accueille sur son bateau, on te remercie. 4e départ, Louis, ça fait quoi à 3 jours du départ? On se sent comment là? Bonjour à tous, on est très concentrés, ça va être un départ dans des conditions plutôt maniables, donc l'habitude qu'on a d'être dans des mercas bateaux, c'est pas pour cette année. Par contre on va être tout de suite dans une régate à très haut niveau, donc on essaye de se concentrer. Justement, vous parlez de casse-bateaux et tout ça, notamment là on est sur le pont, maintenant sur vos bateaux qui vont tellement vite que vous êtes plutôt d'habitude dedans. Là on est à l'extérieur et en général on fait quoi à l'extérieur quand on est en mer? Alors c'est une très bonne question Anouk, en fait on a le choix entre plusieurs types de voiles qu'on va mettre en fonction des conditions, si le vent est très fort, moins fort, s'il est plutôt venant par derrière, sur le côté ou par devant, et donc voilà, on se déplace et on vient déplier ces voiles qui font 80 kg chacune et qu'on va venir installer tout à l'avant du bateau, qui font entre 310 et 100 mètres carrés et qu'on va manipuler ensuite depuis notre cockpit protégé des embruns et protégé aussi du soleil, de toutes les intempéries qu'on va avoir. Donc les voiles, ça fait avancer le bateau. Il y a aussi cette espèce de truc jaune là qu'on appelle des foils, on dirait des moustaches. Expliquez-nous un peu à quoi ça sert et en quoi c'est différent de naviguer avec ça. Alors les foils, c'est exactement comme une aile d'avion, mais qui n'est pas fait pour travailler dans l'air, mais qui est fait pour travailler dans l'eau. Et comme l'eau est plus dense que l'air, on a besoin de moins de surface qu'une aile d'avion. Mais ces petits appendices, comme on appelle ça, on les immerge et après, ça va permettre de faire décoller nos bateaux qui font entre 8 tonnes et 9 tonnes. Donc c'est quand même très puissant. La coque ne touche plus l'eau, donc le frottement est moindre et on ne fait qu'accélérer. Et c'est un peu sans fin jusqu'au phénomène de cavitation où les foils décrochent et on amerrit et puis on réaccélère et ainsi de suite. Ok, alors sur un bateau, il y a quand même toujours un mât qui est là-haut, qui fait 29 mètres. Et sur le dernier Vendée Globe, il y a eu quelques petits soucis. Hein. Si on se souvient, en plus, je crois que Louis, vous avez le vertige. Donc expliquez-nous ce que ça représente de monter là-haut. Alors le mât, c'est véritablement la colonne vertébrale de la performance, c'est le moteur du bateau. Il fait 30 mètres, il est en carbone, il ne fait que 400 kg et il est le support de jusqu'à 500 mètres carrés de surface de voile. Et donc quand il y a un problème dessus, on ne peut pas continuer la course sans le résoudre. Et donc même si on n'aime pas ça, même si comme moi on a le vertige, il peut arriver qu'on soit obligé de monter tout seul. Donc on a un système d'escalade. Et là, en l'occurrence, il avait fallu que je m'abrite derrière une île pour avoir des conditions suffisamment clémentes pour pouvoir monter sans être en danger. Et j'avais dû faire 3 ascensions en haut de ce mât. J'avais envoyé des images à l'époque de cette petite île derrière laquelle je m'étais abrité. J'avais pu réparer et repartir quasiment à 100% du potentiel. C'était au sud de la Nouvelle-Zélande, l'île de Macquarie, je crois bien. Mais quand on a la trouille, un vertige comme ça, quelquefois on reste en bas, on se dit, bon, il faut que j'y monte, il faut que j'y monte, il faut que j'y monte. Comment ça se passe avant de se dire, bah ouais, il faut vraiment y aller là? En fait, le Vendée Globe, c'est une aventure hors du commun parce qu'elle est sans assistance, sans escale, en solitaire. Donc, quand vous êtes à l'autre bout du monde, dans une situation que j'appellerais poliment une situation catastrophique, vous n'avez pas le choix. Si vous voulez rentrer, il faut absolument retrouver son autonomie et rentrer pour rentrer ou rentrer pour continuer sa course. Voilà, entre les deux, il fallait de toute façon grimper en haut de ce mât-là. Donc vous prenez sur vous. Vous êtes quand même entraîné avant, pendant toutes les phases d'entraînement à terre. Et vous êtes le couteau entre les dents ou le bout de bois que vous serrez très fort parce que vous avez mal et vous essayez de résoudre les problèmes le plus vite possible. Anouk, je me permets de t'interrompre une seconde. Pardon Anouk, tes interviews sont super, mais j'ai le plateau qui veut intervenir aussi et on a des gens qui n'y connaissent pas forcément grand-chose à la voile et qui ont des questions fort passionnantes. C'est le cas de Erwan Abotret qui s'intéresse à ce Vendée Globe et qui a une question pour Louis s'il nous entend. Vas-y Erwan. Ouais, salut Louis. Moi, depuis que je suis tout petit, que je regarde les résumés du Vendée Globe, j'ai une question qui me taraude, c'est comment on gère la solitude. C'est-à-dire c'est une longue course. Est-ce qu'on a des coups de blues? Est-ce que par moment on a un peu de temps libre où tu peux te reposer, ou chaque fois que tu as du temps libre c'est pour dormir? Est-ce que tu as du temps pour faire autre chose que t'occuper ton bateau? Salut, je te remercie pour la question. Écoute, non, c'est sûr qu'on est sur des machines qui vont de plus en plus vite, qui sont de plus en plus techno, et donc on a cette solitude avec nous, en nous, ça fait partie de la course. Après, on y est et on est là pour aller plus vite que les autres, hein, pour les mettre derrière. Donc finalement, tant que ça c'est pas fait, on n'a pas de raison de s'ennuyer. En
tout cas, c'est ce que je me dis. Et puis, j'essaie d'écouter de la bonne musique en mangeant. J'essaye d'écouter des podcasts radio. J'essaye de me reposer, évidemment, d'être dans mes cycles de sommeil avant d'être trop cramé. Et finalement, quand il y a du match, ça passe assez vite. La dernière fois, je me suis arrêté derrière cette île, on en parlait avec Anouk. Je suis reparti à la 12e position et j'ai réussi à pointer à la première position après le passage du Horn. Puis j'ai finalement coupé la ligne 2e. Et donc tout ça a fait un match planétaire de plus de 80 jours. Et au bout de quelques jours à terre, j'avais l'impression qu'il s'était passé 2 heures, quoi. Des podcasts, de la musique, on l'a compris, parce que ça prend pas de poids tout ça et c'est important pour le bateau. Pierre Boubi, une question aussi, Louis. Salut Louis, tout à l'heure tu parlais des foils par rapport à ton bateau. Moi j'aimerais savoir dans quelles conditions est-ce qu'on peut les utiliser et dans quelles conditions est-ce qu'il ne faut absolument pas les utiliser. Comment tu t'en sers en fait et est-ce que le but c'est de les utiliser le plus possible pour aller le plus vite ou des fois tu risques de casser, tu prends des risques. Comment ça marche? Alors, dès que c'est efficace, on les utilise parce que le gain est énorme et en fait, c'est toujours le même principe qu'une aile d'avion. Pour décoller, il faut de la poussée, donc de la vitesse. Et donc, un bateau comme Bureau Vallée, à partir de 12 nœuds de vitesse, commence à être efficace sur ses foils. Plus il va être léger, plus il va être efficace tôt. Donc voilà, c'est un combat, hein, la légèreté, sur ce qu'on emmène, mais aussi sur la structure du bateau. On a beaucoup travaillé là-dessus pour économiser des centaines de kilos. Et puis ensuite, le problème, c'est que plus ça accélère, plus c'est efficace un foil. Et donc parfois, on va doubler la vitesse du vent, parfois même aller au-delà de doubler la vitesse du vent. Et on est entre 2 éléments, l'air et l'eau. Et sur l'eau, comme vous le savez, plus il y a de vent, plus il y a des vagues. Et donc on se retrouve avec une Formule 1 qui essaierait de passer un cordon de dune au Dakar. Et si on veut, on peut casser nos bateaux assez facilement. Donc on arrête de s'en servir quand ça devient trop difficile sur la structure. On ne peut pas forcément ressentir ça tout seul, donc on a instrumenté nos bateaux. Il y a des capteurs de charge un peu partout et un grand tableau de bord avec des zones rouges et des pics de charge en fonction des impacts. Et c'est ça qui nous fait prendre la décision de rétracter ou de sortir nos foils. Merci beaucoup Louis. J'ai une dernière question beaucoup plus légère. Comme on a parlé de solitude, est-ce que tu parles à ton bateau, tu le touches, tu lui donnes un petit nom, faut un peu passer le temps quoi, pendant 3 mois. Vous avez une relation? Alors j'essaie de lui parler que quand ça va bien et de ne pas l'insulter quand on est collé et qu'on a des problèmes, même si parfois j'en ai très envie. Non, j'essaye d'écrire des petits mots ou de parler. On a tout ça maintenant, de parler à mon téléphone pour qu'il enregistre ce que j'ai à dire. Et j'essaye d'être plus romantique avec mon épouse et sympa avec mes enfants. Très bonne réponse. Alors, il faut prendre soin de son bateau parce que évidemment, si on n'a pas les bons soins dans une épreuve aussi longue, il peut répondre de manière pas très agréable.